Bonjour, je vous présente L'étranger d'Albert Camus. Camus est un de ces écrivains qui ont marqué le XXe siècle. Et même, c'est le 9e Français à avoir obtenu les prix Nobel de littérature. Il abordait les grands thèmes de la maturité, tels que la mort, le soleil, la Méditerranée, l'isolement, le destin de l'homme, et même, il faisait une approche de la rapprochement entre le désespoir et le bonheur. Il s'établit à Paris définitivement en 1942 et c'est dans cette année qu'apparaissent dans la clandestinité les romans L'étranger. Ces romans exposent la philosophie de Camus et s'inscrivent dans ce qu'il lui-même appelle les cycles de l'absurde. Le roman a été traduit en 68 langues et c'est le 3e roman francophone le plus lu dans le monde, après même de Le Petit Prince de Saint-Exupéry et 20 000 lieues sur les mers de Jules Verne. Albert Camus remarque qu'il faut analyser, concrétiser, afin d'aller vers une révolte positive, qui doit déboucher sur un humanisme, c'est-à-dire une révolte qui doit rapprocher l'homme des autres hommes. C'est faire. Parmi ces personnages principaux, on trouve évidemment le personnage principal qui s'appelle Meursault. Durant tous les livres, l'étranger était indifférente à tout ce qui s'est déroulé autour de lui. Un autre personnage très important, c'est Marie Cardona. Elle travaille avec Meursault. Les deux ont partagé des moments très intimes, mais Marie était très amoureuse de lui en fait. Mais l'indifférence de Meursault l'attristit un peu. Un autre personnage très intéressant, c'est Raymond Santé, et c'est l'un des voisins de Meursault. Ils deviennent des amis. C'est un personnage violent, mais que Meursault apprécie bien. C'est en partie à cause de lui que Meursault s'est retrouvé impliqué dans des problèmes. Il a tué un homme. Raymond était considéré comme un proxénète et avait une mauvaise réputation dans les quartiers. L'arabe, c'est la personne qui a été tuée par Meursault d'un cube de feu. Il était fier de la maîtrise de Raymond. Donc, je vais parler maintenant du premier chapitre de L'étranger. Donc, l'histoire commence avec Meursault comme personnage principal. Il annonce que sa mère est morte. Il n'était pas sûr du jour dont sa mère est morte parce qu'il a reçu seulement un télégramme en disant que sa mère était décédée et celle-ci ne précisait pas l'heure du décès. Meursault demande son patron de lui accorder du jour de congé pour lui permettre d'assister à l'enterrement de sa mère, mais son patron était réticent. Il obtient même les congés malgré les mécontentements de son patron et il commence son voyage vers la Sicile. Cela prenait 2 heures. C'est pour la distance d'Alger et la Sicile que Meursault ne rendrait pas de visite à sa mère, notamment dans son dernière année de vie. Il assiste même le lendemain à la mise en bière et aux funérailles, sans savoir l'attitude attendue d'un fils endeuillé. Vous savez, Meursault ne pleurait pas, il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas. Il assiste au service avec indifférence et il n'éprouve ni douleur ni chagrin lors de l'envisagement de sa mère. Merci pour votre attention. Bonjour, je suis Grisela, je vais parler chapitres 2, 3 et 4. Le chapitre de Meursault est rentré à Alger et a décidé samedi de se baigner dans la mer où il a rencontré un mari et un ancien dactylo de son bureau dont il avait eu envie avant tout. Ils ont joué dans l'eau pendant la journée et ont accepté de regarder un film de Fernand au cinéma la nuit. Après, ils sont retournés chez Meursault et ont passé la nuit ensemble. Après, Marie est rentrée chez elle le matin et Meursault a passé la matinée au lit et l'après-midi, il a regardé les gens à partir de son balcon. À mon avis, cet homme était vraiment insuffisant de sa vie parce que sa mère est décédée récemment, mais il semble s'ensuicider peu. Dans le chapitre 3, c'est lundi et Meursault est allé à travailler. Après, il est allé déjeuner
retourné chez Céleste comme d'habitude et à 12h30, il est sorti avec Emmanuel. Puis il est rentré chez lui et il a rencontré Salamano, son voisin, avec son chien qu'il n'arrête pas d'insulter. Marceau voyait la vue mais s'en fichait. Puis il est rentré son deuxième poisson qui s'appelle Raymond et il en parlait à Marceau et celui-ci l'écoute parce qu'il est intéressant. Et ils ont dîné ensemble tandis que Raymond lui raconte qu'il croit que sa maîtresse le trompe, alors il veut la punir. Et son idée est de lui envoyer une lettre, mais il a demandé à Marceau de l'écrire parce qu'il était incapable. Et celui-ci a accepté. C'était une mauvaise décision car il a aidé son ami à nuire à une femme. Et Marcel est finalement retourné chez lui et tout était silencieux, mais dans la chambre de Salamano, les chants gimaient. Dans le chapitre 4, il a passé une semaine, Marcel a travaillé beaucoup et Raymond lui a dit qu'il a envoyé la lettre. Et le samedi, il est allé à la plage avec Marie et ils ont profité du temps. Puis ils sont retournés chez Marcel et il est y resté pendant la nuit. Le lendemain matin, ils ont déjeuné ensemble. Après, ils ont écouté des frites chez Raymond et chez Salamano. Avant de sortir, voir ce qu'il s'est passé et lui a demandé s'il l'aimait, mais il a répondu que non. Et il était très indifférent et il avait l'air triste. Je crois qu'il voulait juste jouer avec ses sentiments. Finalement, ils sont sortis et ont vu une femme qui criait et Raymond qui frappait. Après, un agent est arrivé et quand celui-ci s'est rendu compte de la situation, il dit que Raymond doit rester dans sa chambre attendant d'être convoqué au commissariat. Puis Raymond est allé chez Marcel et lui a demandé de servir de témoin et celui-ci a accepté. C'est une mauvaise décision. Et après, ils sont allés profiter du temps comme si rien n'était. Et en retournant, ils ont vu Salamano qui était triste parce que son chat était perdu. Et même s'il était en colère et insulter son chien, il ne voulait pas le perdre. Alors, il demande si les gens rendraient les champs, mais Marcel ne savait pas. Alors, Salamano est retourné chez lui et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison et Marcel a compris qu'il pleurait. Et celui-ci a pensé à sa mère. Et je peux constater que c'était la seule fois qu'il a pensé à quelqu'un. Merci. Je vais continuer avec le chapitre 5 et aussi le chapitre 6. Dans le chapitre 5, Raymond l'invite à un voyage dans un cabagne et il peut convaincu, lui explique la situation et lui dit qu'il ne pourrait pas y assister. Et Raymond, dans sa tentative de le convaincre, s'excuse de ne pas lui avoir dit dans la nuit, mais qu'il se trouvait dans une situation très dangereuse parce qu'il était persécuté par un groupe d'Arabes parmi lesquels se trouvait le frère de son ancienne maîtresse. Il lui demande s'il lui plaît de l'arbitre s'il les voit de hauteur de la Somme. Quelques temps plus tard, il a parlé à son patron d'un projet qu'il planifiait et il a offert le travail à Marcel et lui a dit que c'était une grande opportunité et quand il était jeune, il pourrait voyager et aussi changer de vie. Mais Marcel s'est montré indifférent, le patron a été très déçu des réponses qu'il avait données, mais en réalité, Marcel n'a pas ressenti de joie ni rien de tel. Le lendemain, il se prépare à partir pour le voyage avec Raymond. Marcel se sentait un peu mal, il avait mal à la tête, il avait faim aussi. De l'autre côté, Marie était si heureuse et lui disait que c'était un jour merveilleux, mais pas pour lui. Au moment de partir, les Arabes se sont retrouvés à l'entrée de la vitrine. Raymond a trop peur et a suggéré qu'ils partent rapidement. C'est à quoi ils ont répondu immédiatement. Ils ont remarqué qu'ils ne les avaient pas poursuivis et Raymond était déjà soulagé. Sur tout le chemin, Marie ne cessa pas de lui faire des blagues, mais elle répondait indifférente. Apparemment, Raymond aimait Marie, mais pas elle.
Les trois hommes se promènent ensuite sur la plage tandis que les femmes font les vaisselles. Ils rencontrent alors deux Arabes dans les fameux fer et Raymond le reconnaît et se va avec lui et Mason se va aussi mais avec l'autre tandis que Meursault est un simple spectateur. L'un des Arabes arrive à atteindre santé à la figure avec son couteau, ce qui oblige celui-ci à se rendre chez un médecin pour se faire soigner. Pour conclure, le chapitre Meursault et Raymond se trouvent dans une situation très difficile. On pourrait dire que vers de la mort avec les Arabes. Il avait un revolver qu'il considérait leur seule sortie de cette situation. L'Arabe montre au couteau qui avait le soleil à donner une telle heure puissante qu'il a laissé un moment oblige à Meursault. Pendant un moment, son esprit a hésité. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, mais soudain son cœur a réagi involontairement. Soudainement, il avait donné une balle à l'Arabe et peu de temps après, avec le cœur inerte, il lui en donna 4 autres. Bonjour, maintenant je vais continuer avec la deuxième partie. Le chapitre 1 commence sur l'arrestation de Meursault et la série d'interrogatoires qu'il doit suivre au poste de police et aussi devant les juges d'instruction. Il considère son cas avec du détachement et il ne prend pas la peine de consulter un avocat. Alors, cependant, la loi le désignait un avocat d'office. Ce qui m'a laissé très perplexe, c'est que Meursault est une personne très passive. Il ne veut même pas se défendre devant la loi pour les meurtres. Les questions qui lui sont posées par les juges et son défenseur portent sur son attachement pour sa mère. Mais ils sont vraiment déconcertés par son insensibilité à la mort de sa mère. Meursault affiche son indifférence tandis que l'homme de loi, irrité par son comportement que lui fait la morale en lui parlant de Dieu, tout en montrant un crucifix. Mais il s'est fiché, il a même dit qu'il était athée. Alors il ne croyait pas en Dieu. L'instruction a duré presque 11 mois. Le chapitre 2 commence quand Meursault se trouve en prison au milieu des autres personnes, mais il a bientôt droit à une cellule individuelle. Il est incommodé par sa condition le premier jour de son incarcération, puis il s'adapte petit à petit à préférant dormir et en plongeant dans ses souvenirs. Il disait qu'il se souvenait des plages, de la rue fraîche et qu'il voulait être là. Puis il se souvenait que c'est le but d'être emprisonné, d'être capturé. Il entre mentalement dans son appartement et il fait l'inventaire virtuel de ses biens. Il lit plusieurs fois l'histoire d'un Tchécoslovaque suite à un bout de journal qu'il a trouvé dans la pièce. Et aussi, il éprouve des manques pour les cigarettes, les femmes ou la mer qu'il pouvait voir à travers de sa fenêtre. Il s'adapte à sa nouvelle vie et tout compte fait, il ne se croyait que si malheureux que ça. Marie lui envoie une lettre une fois et lui rend également visite une unique fois. Quand Marie est allée lui rendre visite en prison, il était très indifférent. Il n'a pas fait attention à ce qu'elle lui disait. En autres termes, il avait un problème sérieux. Il voulait se déconnecter du monde. Les choses qui se passaient autour de lui étaient insinuantes. Et là, les scènes se finissent. Bonjour, je vais continuer avec le chapitre numéro 3 de la deuxième partie. Dans ce chapitre, on trouve Monsieur Meursault dans son cell. Il voit comme l'été est venu encore une fois. Et aussi, le tribunal, les sessions de débat se sont ouvertes de nouveau. Donc, il en attend. Son avocat lui a dit que ne durerait plus de 3 jours, plus ou moins. Le jour suivant, à 7 heures du matin, la voiture cellulaire est arrivée lui chercher pour le conduire au palais de justice.
En arrivant au palais, Marceau trouve des gendarmes qui le font entrer dans le palais. Il y avait plein de personnes, il y avait des fruits, des bois, des appels, tout un remue-ménage. Peu après, son avocat est arrivé. Après, un homme habillé en rouge, qui était le procureur, les 3 jugés, et aussi le président du jury, et ils se sont tous assis. Ils ont annoncé la cour qui a commencé. La première action a été la lecture de l'acte d'accusation et des faits, c'est-à-dire les crimes de M. Marsault. L'accusé pouvait reconnaître les lieux et les noms mentionnés, bien sûr, et les noms des témoins. Ensuite, le président il a annoncé l'appel aux témoins. Dans la salle entraient des personnes comme le directeur, le concierge de la salle, lui Thomas Perret, Raymond, Salamano, Marie-Céleste et à côté de lui, une femme qui travaille dans un restaurant. L'interrogatoire a commencé après ça. Ils ont demandé à M. Marceau pourquoi il avait mis sa mère dans son asile. C'est qu'il a répondu qu'il n'avait pas d'argent pour la garder et pour la faire soigner. Après, le procureur a demandé s'il avait l'intention pour tuer M. Larabe et pourquoi il avait retourné au lieu armé. C'est qu'il a répondu qu'il n'avait pas d'intention et que le fait qu'il avait retourné armé, c'était par hasard. Après ça, ils ont écouté les témoins. Les témoins, ils n'ont dit que des bonnes choses à propos de Mercier Marceau. Ils ont dit des bonnes choses, qu'il était une bonne personne, une personne honnête, une personne qui avait commis une erreur, mais une bonne personne. Cependant, le procureur, il croyait qu'il avait un âme noire, qu'il était un criminel vraiment dangereux et qu'il avait le devoir de le punir. Il était vraiment effrayé parce que sa vie était dans les mains de personnes qui peut-être étaient plus méchantes que lui. C'est comme ça que le chapitre commence. Dans le chapitre numéro 4, on trouve Marceau de nouveau dans la chaise de s'accuser. Le procureur continue à dire qu'il est une personne méchante, qu'il est un criminel qui mérite la mort. Pendant son avocat, il lui défend en disant qu'il est une bonne personne, un bon homme qui a fait seulement une erreur. Cependant, ces efforts n'ont pas réussi parce que le jury a pris la décision que Marceau allait avoir sa tête tranchée dans une place publique au nom du peuple français. C'est comme ça que le chapitre finit. Bonjour, je vais continuer avec le dernier chapitre du roman qui commence avec M. Marceau dans sa nouvelle cellule après avoir été condamné à la guillotine. Il refuse de parler avec l'aumônière de la prison et il se préoccupe principalement à s'échapper à sa sentence. Il se demande aussi s'il y a des autres condamnés qui ont réussi à s'échapper avant d'être exécutés. Dans ce moment, il se rappelle de l'histoire que sa mère lui a racontée de son père qui est allé regarder l'exécution d'un homme et qui l'a vomi tous les matins à son retour. Après, comme il était à l'attente de ce bureau, que si la nuit viendrait lui chercher à l'œuvre, il n'a pas dormi après minuit afin de ne pas être pris au dépourvu. Dans ce moment, il se rappelle qu'il a rejeté son pourvoi. Il commence à penser à sa mère encore une fois et aussi à son amante Marie. Après, il accepte de parler avec l'aumônière de la prison, mais son discours l'ennuie et il contredit tout ce que l'aumônière dit. Cette conversation lui met dans une violente colère qui finit par agresser l'aumônière de la prison. Après tout ça, il s'est endormi et en se réveillant, il se sent plus tranquille, calme, il réfléchit sur sa vie, il se rappelle de sa mère et sa vie dans l'asile avec son fiancé. Et aussi, à la fin du chapitre, il dit qu'il souhaite que beaucoup de personnes assistent à son exécution et qu'il soit accueilli par des cris de haine. Dans ce dernier chapitre, Albert Camus nous montre une nouvelle facette de ce personnage parce que pour la première fois dans presque tous les romans, il montre ses sentiments comme le désir de vivre, sa préoccupation, aussi la rébellion et la violence qu'il a montré dans la discussion avec l'aumônière. C'est un changement radical. Une autre chose, c'est que on pense qu'il a trouvé la paix à la fin parce qu'après qu'il fait sortir tous ses sentiments, il s'est endormi et en se réveillant, il se sent comme un homme nouveau, plus tranquille.
Aussi, on peut souligner que le fait qu'il pense à sa mère dans ces moments nous fait penser qu'il s'est réconcilié avec elle parce qu'il a compris à la fin. Et aussi la réconciliation avec lui-même parce qu'il réfléchit sur sa vie et il dit qu'il a été heureux et qu'il est encore, alors il n'a pas de regrets. À la fin, Albert Camus nous montre un homme qui a accepté son destin tragique et qu'il est prêt. En conclusion, c'est une histoire très différente, un roman très intéressant qu'on amusait beaucoup. Aussi, on peut réfléchir sur quelques aspects de notre vie. À la fin, après lire tous les romans, on comprend pourquoi le titre de l'étrangère. Et c'est tout, merci.